Bienvenue à vous tous rassemblés dans le grand auditorium du Collège des Bernardins à Paris, comme à vous, évidemment, qui nous rejoignez sur KTO Télévision catholique. Nous sommes rassemblés par l'Institut de la Famille au sein de l'école cathédrale. L'Institut de la Famille est un lieu de formation pastorale qui vient en aide à la famille en ses différents moments, comme pour ses différents partenaires. Aujourd'hui, nous allons nous adresser aux chers grands-parents, eux qui ont une mission si importante de nos jours auprès des petits-enfants, mais aussi si importante pour la société comme pour l'Église. Vous l'aurez remarqué, on est grands-parents de plus en plus jeunes. Et la preuve, j'ai la joie d'accueillir Marie-Odile et Yves Durand, déjà grands-parents de 8 petits-enfants. Marie-Odile et Yves, vous venez de l'ouest de la France. Marie-Odile, vous avez enseigné auprès des adultes, notamment sur les questions autour de la famille. Et vous, Yves, vous êtes journaliste après avoir travaillé dans la presse régionale et nationale. Votre retraite vous laisse le loisir de bloguer sur les questions essentielles parents-enfants. Je dois tout dire en disant que je vous ai repéré par vos 2 petits ouvrages fort intéressants. Grand-père débutant et tu sais que tu es grand-père quand... 3 petits points. Ouvrage que vous avez publié aux éditions First. Merci à tous 2 pour votre témoignage et vos conseils. Merci de nous aider à redécouvrir, si besoin était, la joie d'être grands-parents aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci Père, merci de votre invitation et merci de votre confiance. Et bonsoir à tous et à toutes. Ce statut de grands-parents dont nous allons parler et la joie que cela occasionne, ce statut, 15 millions de Français le partagent. Alors notre parti pris aujourd'hui, c'est d'aborder simplement le côté bonheur, de découvrir la joie qui existe dans notre rôle de grands-parents. Mais ce n'est pas ignorer pour autant les difficultés, les souffrances de certains, parfois les nôtres. Ces difficultés, elles existent et personne n'est épargné. Nous connaissons tous des grands-parents qui ne se reconnaissent pas ou qui ne se reconnaissent plus dans les petits-enfants, tellement ceux-ci semblent si différents, si éloignés d'eux-mêmes, si contraires parfois à l'image et à l'idéal qu'ils se faisaient d'un petit-fils ou d'une petite-fille. Et puis nous savons aussi l'existence de grands-parents qui se trouvent privés de leurs petits-enfants à cause d'une séparation, à cause d'un divorce, à cause d'une brouille avec les enfants, et peut-être en comptons-nous dans notre entourage. Et puis enfin, parmi nos proches ou parmi nos amis, nous avons tous des seniors qui n'ont tout simplement pas de petits-enfants. Ce n'est pas anecdotique. À 75 ans, en France, un senior sur 5 n'a pas de petit-fils ou de petite-fille. C'est une situation plus ou moins assumée. Et tout cela doit nous rendre, à nous qui sommes grands-parents, tout cela doit nous rendre attentionnés, compréhensifs, modestes, et puis parfois discrets. Mais cela, une fois dit, essayons donc de partager notre joie. Cette joie, elle ne vient pas de nulle part. Elle s'éveille d'abord dans la vie du couple que nous restons quand nous sommes grands-parents. Elle trouve sa source, pour ce qui nous concerne, dans 42 années de mariage et d'amour entre Marie-Odile et moi. Cette joie d'accéder au statut de grands-parents, c'est bien à 2 que nous l'accueillons, que nous la vivons et que nous la recherchons. Et elle s'alimente, pour reprendre la formule du pape François, dans notre capacité à nous réjouir du bien de l'autre. Cela constitue le premier témoignage de ce que nous pouvons donner à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est à cette condition d'avoir un couple solide et qui s'aime, c'est à cette condition que la joie de notre couple peut retentir sur eux. Témoigner de notre joie, c'est donc le thème. Nous allons le décliner de façon un peu scolaire, en 3 points. Cette joie d'être grands-parents, elle s'annonce. Cette joie, elle se partage et cette joie, elle se cultive. Alors, elle s'annonce.
La première occasion de vivre cette joie, en effet, elle intervient lors de l'annonce de la grossesse, ce moment où nous apprenons que nous allons devenir grands-parents. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la manière dont vous avez partagé vous-même la bonne nouvelle à votre famille il y a 30, 40 ou 50 ans. Marie-Odile et moi, nous nous en souvenons assez précisément. Nous avions copié des amis, ce n'était pas très original, nous avions copié des amis en apportant à nos parents une pelote de laine, des aiguillets tricotés, un ou deux modèles de layette, ça s'appelait une turbulette. Le message était clair, voilà, vous allez avoir vos premiers petits-enfants. D'autres exemples autour de nous témoignent de l'imagination des jeunes futurs parents. Je pense à ceux qui offrent un album photo, encore presque vide. On voit le jeune couple, on voit parfois les parents et les beaux-parents, parfois même la génération antérieure. Mais la couverture de l'album, elle reste vierge. C'est un espace qui est seulement réservé. Là aussi, le message est clair. Nous allons ensemble remplir cet album de famille. Une autre façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est d'arriver chez les futurs grands-parents avec des bulles, une bouteille qui va permettre d'arroser la grossesse. On l'a vu, nous aussi. Et la future maman s'abstient au moment de trinquer. Ils sont déjà très sérieux, les futurs parents. Voilà, alors, autant de personnes que d'annonces, parce que on sait surtout aujourd'hui qu'il y a de multiples situations de vie de couple, donc de multiples façons aussi d'annoncer. Alors on en a choisi quelques-unes qui vont peut-être vous rappeler aussi des événements que vous avez vécus. Alors parfois l'annonce de la grossesse requiert un cadre, un environnement particulier, et des amis elles nous ont raconté comment cela s'était passé pour eux. Leur grand-fils, qu'ils pensaient encore célibataire, leur a proposé une promenade dans un parc. Et l'événement qu'il voulait révéler à ses parents était inattendu. Et en marchant, ça lui paraissait plus facile à confier. Ses grands-parents ont découvert le bébé et la belle-fille en même temps. Dans certains cas, la joie et l'inquiétude s'entremêlent aussi. C'est par exemple les grossesses un peu difficiles qui ont marqué la vie du couple avec des jumeaux et où l'annonce d'un accident fait qu'un des jumeaux, un des embryons meurt. Et voilà, ça c'est une annonce qui est difficile et que les grands-parents doivent aussi accompagner. Autre situation émouvante, c'est quand l'enfant est espéré, attendu depuis longtemps, depuis des années quelquefois. Et mois après mois, la famille a suivi les traitements médicaux auxquels le couple s'est astreint. L'annonce de ces grossesses, que les médecins nomment grossesse précieuse, se vit alors dans la grande joie, bien sûr, mais également dans l'inquiétude et le doute. Il peut aussi arriver des grossesses qui ne sont pas désirées ou qui surviennent trop rapidement après une naissance. Alors, c'est le temps qui, peu à peu, se donnera place à la joie. Le temps et puis le soutien des grands-parents. Dans tous les cas, l'annonce d'une grossesse s'affirme comme une promesse de vie. Et c'est vraiment toute l'existence d'une famille qui se trouve ainsi renouvelée et élargie. Il y a eu l'annonce de la grossesse, il y a maintenant l'annonce de la naissance, proprement dite. La joie, elle revient en force à l'annonce de la naissance. Les mois ont passé, puis un beau matin, vous recevez un coup de téléphone. C'est votre gendre ou votre belle-fille qui ne savait pas comment vous appeler jusqu'à présent et qui, cette fois, n'hésite pas. « Allô, papy ? Allô, mamie ?» Le mot fait le tilt. Naturellement, vous saviez à quoi vous en tenir. Vous aviez beau vous y attendre. Ça vous laisse sans voix quand même. Au lieu de l'appel au téléphone, le plus souvent, désormais, c'est un SMS envoyé au milieu de la nuit qui va vous prévenir. Alors, vous avez laissé naturellement votre mobile allumé, mais vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. Et au matin, quand vous ouvrez le téléphone, vous découvrez quelques mots, parfois des mots abrégés qui apparaissent sur l'écran. Ce message, une fois que vous l'avez déchiffré et ému, et peut-être pas complètement réveillé,
Eh bien, ce message va tenir lieu de diplôme officiel. Vous êtes intronisé dans la grande confrérie des grands-parents et comme je le disais, nous sommes 15 millions en France. L'arrivée du premier petit enfant reste toujours un événement singulier et bouleversant. L'aînée des petits-enfants, chez nous, c'était une petite fille. Elle gardera toute sa vie une place particulière. Encore plus quand elle va se retrouver bientôt à la tête d'une ribambelle de petits cousins. Alors ce n'est pas une question de préférence. Elle n'est pas préférée, mais elle a seulement ouvert la porte à un nouveau statut. À nous et à nos propres parents, qui deviennent aussi arrière-grands-parents. Une naissance rejaillit en effet sur toute la génération de la famille, y compris chez les grands ados. Et moi, je me souviens combien notre Benjamin, qui avait 15 ans, a été ému de devenir un tonton pour la première fois. Et je revois aussi les larmes de mon père, presque nonagénaire, quand il a tenu pour la première fois son arrière-petite-fille. Alors, votre petit-fils ou votre petite-fille est né. Alors, au fait, comment s'appelle-t-il ou comment s'appelle-t-elle? Alors, le choix du prénom, c'est entendu, ce n'est pas de notre ressort. Et nous devons nous montrer respectueux du choix des jeunes parents. À cet égard, le SMS dont nous parlions tout à l'heure, il peut provoquer des quiproquos. Abigail, c'est le nom de l'une de nos petites filles. Le prénom s'est affiché sur l'écran et au début, bêtement, moi j'avais cru que c'était un garçon. Mais non, c'était une adorable petite fille et je l'ai découvert quelques instants plus tard en appelant le jeune papa au téléphone. Un détail touchant, on vient de parler de l'arrière-grand-père. Vous vous souvenez, il approchait ses 90 ans à la naissance du premier de ses arrière-petits-enfants. Cette fois, les 90 ans, il les a dépassés. Et quand il apprend la naissance d'Abigail, son premier réflexe, c'est de prendre sa Bible et d'y rechercher l'histoire de cette femme qu'il a du mal à situer et dont sa nouvelle arrière-petite-fille va donc porter le nom. SMS, il arrive qu'une photo accompagne le message. Alors vous zoomez un peu pour voir. Franchement, la photo n'est pas très, très concluante. Alors peut-être à cause du bonnet de coton ou de laine, je ne sais pas, que prête la maternité, et puis qui mange la moitié du visage du bébé. Si le personnel a veillé aux détails, vous aurez peut-être un bonnet rose ou un bonnet bleu. Rarement, c'est souvent un bonnet jaune. Et quand quant à la couleur des yeux, à la naissance, cela ne veut rien dire. On sait tous que les yeux changent de couleur. Vous avez cette photo, qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, 3 solutions. Vous cherchez illico les ressemblances familiales, et vous les trouvez, quitte à vous montrer de mauvaise foi. Ou bien vous transmettez aussitôt le cliché à tous vos proches, à la fratrie, et puis même aux collègues de travail, parce que devenir grand-père pour la première fois, c'est quand même un événement. 3e solution, qui n'empêche d'ailleurs pas les précédentes, vous servez du cliché pour en faire aussitôt un fond d'écran sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et je suis sûr que si on regardait les écrans des uns et des autres, on trouverait beaucoup de petits-enfants en fond d'écran. La joie des grands-parents a commencé dans ces minutes-là, au moment de l'annonce, et elle débute par conséquent par un regard porté sur la merveille, puis un regard porté sur les jeunes parents. C'est en effet un passage, une étape pour chacun de nous. Nos enfants, à leur tour, sont devenus des parents comme nous. À la fois, c'est le signe d'un nouvel envol, d'une nouvelle étape de leur vie d'adulte, et à la fois, c'est le signe d'un rapprochement. Nous partageons désormais le même statut de parents. Une belle complicité peut naître de ce rapprochement. Cette complicité peut apporter du réconfort et de l'apaisement dans les moments de fatigue et de doute des jeunes parents. Car nous le savons tous, lors d'une naissance, le jeune couple peut traverser des joies, mais aussi beaucoup d'inquiétudes. Comment faire face à ce chamboulement? Une jeune femme me parlait, elle, d'un raz-de-marée.
Alors, montrer de l'empressement pour aller voir le bébé, parfois à 400 km, m'a toujours paru, moi, indispensable pour créer le plus tôt possible ce lien avec le bébé, mais aussi avec ses jeunes parents et le reste de la famille. Alors, quel bonheur quand on rencontre pour la première fois le regard de ce petit. Et la théologienne Marion Muller l'explicite avec ces mots très fins, le croisement de regard et l'expression d'une vie qui devient éternelle. Aussitôt, après la naissance, le rôle des grands-parents devient une sorte d'art, une création permanente qui suppose de l'inventivité et de la sensibilité. Il faut être présent quand le besoin s'exprime, veiller à ne pas s'imposer, savoir se retirer, laisser le couple savourer l'instant et faire confiance. Ne pas inonder les jeunes parents de conseils ou de nos propres souvenirs. Notre joie de grands-parents s'enracine dans ce va-et-vient entre présence, disponibilité, discrétion et retenue. Toujours au moment de l'annonce, il y a une sorte de vertige qui peut nous saisir, nous tout jeunes grands-parents, parce qu'on essaie d'imaginer comment nos propres grands-parents ont appris notre naissance à une époque où le téléphone faisait encore figure de rareté. On essaie de se mettre à leur place, d'éprouver ce qu'ils pouvaient ressentir dans ces années de l'après-Seconde Guerre mondiale ou de l'immédiate après-guerre, cette période des années 45 à 50. Quelques mots pourraient la définir: restriction alimentaire, mais aussi des mots beaucoup plus positifs: libération, père trouvé, reconstruction, avenir à bâtir. Et nous, à la naissance de nos petits-enfants en 2018, quels sont les mots que nous aimerions retenir pour les associer de façon définitive à la naissance de ces bébés qui viennent de naître? Alors il y a des mots qui s'imposent, c'est peut-être confort, progrès médicaux, espérance de vie qui s'allonge, avancée technologique. Et puis malheureusement, il y a d'autres mots, fragilité des couples, chômage, solitude familiale. Et tout cela, comme grands-parents, naturellement, nous saisit. Et puis, il y a le vertige encore, parce que la place de l'enfant, on le mesurait déjà avec nos propres enfants, la place de l'enfant a beaucoup changé en quelques décennies. Aujourd'hui, les papas sont très présents, davantage qu'autrefois. Et avec leurs compagnes, ils partagent joie, inquiétude, effroi quelquefois lorsque l'accouchement ne se passe pas tout à fait comme on l'avait imaginé. Et je garde en tête ce petit texto d'un de nos gendres, après l'accouchement de l'une de nos filles. Ça avait été dur, long, un vrai combat. Et il rassure la famille en quelques mots. Mes 2 guerrières sont dans la salle de surveillance. Tout va bien. Le voici soulagé, et nous avec. Et des soucis peuvent survenir à l'accouchement et dans les premières heures de la vie du bébé. Et alors là, notre rôle de grands-parents est certainement d'être à l'écoute et de ne pas nous laisser submerger aussi par les émotions, l'inquiétude, parce qu'elle est réelle parfois. Pas d'affolement. Relever ce qui va bien, ce qui est positif. Cette joie de grands-parents, elle s'annonce. Et puis, c'est la deuxième partie, c'est une joie qui se partage. Voilà, le petit-fils est né, ou bien la petite-fille, et maintenant, on fait comment? Il y a une chanson, il y a quelques jours, qui s'est mise à me trotter dans la tête. Elle est du jeune chanteur belge Stromae. Peut-être que ces quelques mots vont vous dire quelque chose. Tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. C'est la chanson Papa Outé. On peut entendre le texte de 2 manières. Il y a l'enfant à la recherche d'une figure paternelle et qui ne sait pas comment s'y prendre pour la trouver. Et puis il y a le jeune papa qui doit apprendre tout pratiquement son métier tout seul.
Les deux interprétations, d'ailleurs, ne s'excluent pas l'une l'autre, et elles s'appliquent, à mon avis, tout pareillement au papy et à la mamie, à leur rôle et à leur statut. Personne ne sait vraiment comment on fait des grands-parents. Il n'existe pas de mode d'emploi, pas de tuto, comme on dit aujourd'hui. Des modèles, personnellement, et je ne suis pas le seul de notre génération, j'en suis sûr, moi, personnellement, je n'ai connu aucun de mes deux grands-pères. J'aurais certainement bien aimé qu'ils m'inspirent, quitte à en prendre le contre-pied à l'occasion. Ils m'ont vraisemblablement manqué quand j'étais enfant, et ils me manquent toujours, et surtout maintenant que nous sommes entourés de petits-enfants. En réalité, le métier de grand-père, le métier de grands-parents, s'apprend sur le tas. C'est un apprentissage qui dure longtemps et qui exige de s'adapter en permanence. Qu'est-ce que nous aurions cherché à transmettre si nous avions été grands-parents il y a un demi-siècle ou davantage? Dans notre bonheur d'être grands-parents, autrefois, nous aurions tenu à transmettre le nom de famille, les liens du sang. Aujourd'hui, les adoptions, les familles recomposées changent la donne. Il n'empêche, le patronyme reste quelque chose de fort, quelque chose de très ancré, et on sent de la tristesse toujours chez nos amis et parmi nos proches quand ils voient un nom de famille, leur nom de famille, s'éteindre. Peut-être aurions-nous voulu aussi assurer la transmission d'un prénom. La génération de nos parents, parfois la nôtre, a innové en rompant certaines traditions. On se transmettait un prénom d'aîné en aîné, de fils en fils, c'était le même prénom sur un demi-siècle, voire plus. De mon côté, il y eut une lignée de Gabriel. Chez Marie-Odile, il y avait toute une lignée, trois prospères à la suite. Cette chaîne symbolique de prénoms qu'on retrouvait d'une génération à l'autre, c'est une chaîne qui était émouvante, qui était belle, qui avait du sens, mais qui pouvait également peser. Et je me souviens d'un vieil enseignant, il se prénommait Arsène, il se prénommait comme son père, comme son grand-père, comme son arrière-grand-père, m'avait-il dit. Et son épouse et lui, au milieu des années 50, ils avaient souhaité se démarquer en rompant avec la tradition familiale. D'ailleurs, ça n'avait sans doute pas été facilement accepté. Pour la première fois, aucun de leurs enfants ne s'est appelé Arsène. Aucun de leurs petits-enfants non plus. Et puis, surprise, 50 ans plus tard, Arsène est revenu, un jeune couple, c'était leurs petits-enfants, a donné le prénom à l'un des arrière-petits-fils. C'était un choix en forme de cadeau, un choix qui avait du sens. Et il arrive que la joie d'être grands-parents commence effectivement par un prénom retrouvé. On transmettait un nom, un prénom, on se transmettait les liens du sang et parfois aussi un métier. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on transmet ? Qu'est-ce qu'on cherche à transmettre ? D'un mot, ce que nous pouvons apporter de plus simple, désormais, c'est le temps dont nous disposons maintenant que nous sommes en fin de carrière ou que nous sommes déjà à la retraite. Ce temps dont nous manquions, ce temps dont nous manquions le plus quand nous étions seulement parents, le temps et la disponibilité. Et cela nous paraît d'autant plus nécessaire que nos enfants ont des rythmes de vie très accélérés. On ne peut pas leur reprocher, on ne doit surtout pas les en culpabiliser, mais c'est la société, c'est l'époque. Et même si on voit bien qu'un mouvement se développe aujourd'hui pour s'affranchir de cette obligation, pour tenter d'aller à contre-courant en essayant de prendre le temps de vivre. On commence beaucoup à parler du mouvement slow, par exemple. Un article de la Croix, fin novembre, évoquait justement une session à Valpré, une session consacrée à ce temps qui nous échappe. Le titre, c'était « Se libérer de l'immédiateté ». Voilà, ce qu'on peut faire, c'est commencer par partager du temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait en effet tout de suite. Vous avez entendu certainement vos enfants et petits-enfants dire cela. Et nous avons donc, en effet plein d'exemples de cette précipitation. Après l'accouchement, par exemple, la maman est incitée à reprendre son travail très vite. On en fait même quelquefois un indice de performance, du moins dans la manière dont les médias nous présentent les choses.
Mais dans les choses plus graves aussi, après un deuil, hop, il faut tout de suite tourner la page, le plus rapidement possible. On ne prend plus le temps de vivre les événements humainement. Et le temps, les anciens savaient vraisemblablement en respecter mieux que nous les étapes et les respirations. Et moi, j'aime beaucoup ce texte par exemple, de l'Ecclésiaste qui nous le rappelle. Il y a le moment pour tout, un temps pour tout faire sous le ciel, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plan, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour gémir et un temps pour danser. Notre premier cadeau, en quelque sorte, c'est donc le temps, avec de l'affection, et avec de l'humour et de la fantaisie, si on a du goût pour cela. Chez nous, les petites blagues de grand-père, les miennes, qui sont très modestes, elles sont réputées, et il ne faut pas y chercher de messages philosophiques. Simplement, c'est des petites blagues, des plaisanteries, des loufoqueries qui contribuent à créer un climat de complicité et de bonheur et qui s'ajoutent à ce cadeau du temps qu'on donne. À côté de ce temps disponible, on peut ajouter aussi la patience. Écoutons Victor Hugo dans L'Art d'être grand-père. « Je prendrai par la main les deux petits-enfants. En patriarche que mènent les enfants, je réglerai ma marche sur le temps que prendront leurs jeux et leurs repas et sur la petitesse aimable de leurs pas. » Plus que de la patience et d'indulgence que Marcel Pagnol nous parle de son côté, je le cite, « Mon grand-père portait de longues boucles blanches qui descendaient jusqu'à son col, une belle barbe frisée. Ses traits étaient fins, ses yeux noirs brillaient comme des olives mûres. Son autorité sur les enfants avait été redoutable, ses décisions sans appel. Mais ses petits-enfants tressaient sa barbe ou lui enfonçaient dans les oreilles des haricots. » Cette disponibilité, cette bonne humeur, cette patience, nous pouvons les mettre à profit pour partager encore autre chose, nos passions. Pas besoin de longs discours, je vous propose quelques images. Elles sont prises sur le vif. L'une date de l'été dernier, c'est un grand-père, ce n'est pas moi, sur une plage de Bretagne. Le grand-père et son petit-fils sont habillés de la même façon, la même combinaison. Ils attendent en riant, avec impatience, d'être portés ensemble par une vague. Une petite fille, préado maintenant, elle envoie à son papy ses meilleurs clichés. Louis, son grand-père, a la passion de la photo et elle a hérité de cette passion. Et par Internet, ils échangent leurs œuvres, la nature, les paysages, et ils en discutent ensemble sur Internet. Un autre exemple encore, des fillettes qui encadrent leur grand-père sur le canapé. Ensemble, ils recherchent sur YouTube des vidéos de leurs artistes préférés, Vianney, Gauvin, Maître Gims, ou le groupe Boulevard Désert. Et puis un autre exemple, tiré de notre expérience, là, avec Marie-Odile, les petits ateliers, peinture. Alors c'est vrai que j'ai toujours été sensible à la beauté dans l'éducation de nos propres enfants. On m'avait offert un très beau livre, et le titre, c'était la phrase de Dostoïevski, « La beauté sauvera le monde ». Je crois que ça a été un fil conducteur, et ça le reste. Donc c'est sans doute pour ça que très tôt, garçons ou filles, nos petits-enfants ont réclamé très rapidement des séances de peinture. Nous choisissons ensemble un thème, un modèle, avant de nous laisser porter par l'imagination, et il n'en manque pas. Et c'est l'occasion aussi d'essayer des techniques nouvelles, de la gouache, du fusain, du pastel. C'est une aventure partagée. Le projet mobilise les artistes en herbe, mais aussi les jeunes parents. Et dans ces moments privilégiés, chacun exerce son sens artistique, mais aussi sa bienveillance et ses encouragements. Là, le temps n'est pas compté et il n'y a pas de notes. Et si les œuvres sont abouties, elles pourront être encadrées et exposées dans une pièce ou une autre de la maison.
Et les enfants, selon leur âge, ont accès aussi à mon matériel. Le matériel de Nanou, comme ils disent. Et même à la pièce où je m'exerce. Un privilège. Ainsi, je crois que se tisse une tendre et respectueuse complicité. Et je pressens que ce sera précieux pour l'adolescence. Autre exemple d'une amie, elle aussi grand-mère. Sa petite fille de 13 ans a reçu à Noël dernier une machine à coudre. Ensemble, elles ont cherché les vieux patrons. J'ai vécu comme cela un temps de complicité partagée, dit-elle. Et j'en étais d'autant plus émue que la passion de la couture n'avait jamais touché ma propre fille. Et des liens se nouent ainsi avec les petits-enfants. Ils seront durables et il me semble même indestructibles. La recherche du beau, ensemble, nous rend toujours profondément joyeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut partager? Du temps, des passions, comme on veut le voir, et puis on peut partager aussi des valeurs. Il ne s'agit pas de transformer en séance de leçons de morale tous les moments que nous allons passer avec nos petits-enfants, des valeurs, mais lesquelles? Quelles sont celles que nous aimerions léguer à la nouvelle génération? Il me semble que les petits sont naturellement portés à la compassion et à la valeur qui l'accompagne, la générosité. Il y a une scène que j'ai gardée en esprit. C'était un jour dans le métro, un matin, j'avais en vis-à-vis une mamie et sa petite fille qui partaient à l'école. Et à un moment donné, j'ai vu la petite fille pousser du cou de sa grand-mère parce que la voisine de la rame se levait pour descendre. Et cette voisine arborait un superbe béret rouge qui portait une inscription en lettres roses flashy. C'était écrit « La vie est belle ». Et la mamie, au coup de coude que lui donnait sa petite fille, a acquiescé. Elles aussi, la grand-mère et la petite fille, la vie, on les sentait complices, ce début de journée. À toutes les deux, la vie paraissait décidément belle. Mais dans la seconde qui a suivi, alors que le métro venait tout juste de redémarrer, j'ai vu la fillette faire de nouveaux signes à sa grand-mère, ou un signe très discret. Elle lui désignait un banc sur le quai de la station, et sur le banc, on voyait une forme, un sac de couchage, vaguement la forme d'une tête. L'homme avait passé la nuit, ou une partie de la nuit, là, sur le quai. Et l'enfant et sa grand-mère n'ont pas eu besoin de faire de longs discours. Elles n'ont pas échangé un mot pendant les quelques secondes. Elles ont simplement échangé un regard. Les yeux de la petite fille disent qu'à 9 ou 10 ans, on est capable de compatir pleinement au malheur d'autrui. De comprendre que oui, la vie est belle, qu'il faut la célébrer, mais qu'elle n'est pas belle au même degré pour tous. Et j'ai vu la grand-mère qui pressait la main de sa petite fille, elle s'était comprise. Puis nous pourrions citer d'autres exemples, les petits qui ralentissent le pas à hauteur d'un SDF ou d'une maman rome qui donne le sein à son bébé, ces enfants qui demandent aux grands-parents si on peut donner une pièce, etc. Il me semble vraiment que la compassion et la générosité sont naturelles aux enfants et qu'il nous revient à nous, grands-parents, quand on le peut, d'entretenir cette flamme autant que nous le pouvons. Que voudrions-nous transmettre encore? Eh bien, notre foi chrétienne, bien sûr. Ou plutôt, je dirais, notre goût de la recherche de Dieu. Facile à dire, hein? Plus facile souvent à concrétiser. Notre foi chrétienne nous a guidés, elle continue de nous guider sur nos chemins d'adultes et maintenant de seniors. Mais notre relation à Dieu est toute personnelle. Nos mots, ceux de notre génération, comment les exprimer aujourd'hui et les traduire? Et puis, ces petits-enfants ne sont pas nos enfants. Comment rester à notre place, tout en témoignant ce que nous sommes? Face à la foi, nos propres enfants ont pris des chemins différents et leur souci d'éducation religieuse est varié.
Mais nous ne nous inquiétons pas de cette diversité. Quand nous les regardons vivre, nous voyons bien que des valeurs fortes les animent. La tendresse entre eux, le respect de l'autre, mais aussi du plus pauvre, la fidélité aussi de leur engagement, l'amour, le respect de la nature. Ça nous réconforte. Il n'empêche que leur route ne suit pas toujours la nôtre. Et entre nous, le sujet n'est pas tabou. Il arrive même qu'on discute fort quelquefois. Mais on essaie toujours de le faire dans le respect et dans l'attention à l'autre. Certains de nos petits-enfants sont baptisés, d'autres pas. Certains font de la catéchèse, d'autres pas. Mais tous, en revanche, savent ce que nous choix et notre pratique. Nous ne cherchons pas à adresser de grands discours sur Dieu. Plus simplement, nous veillons à rester attentifs à leurs questions. Devant une église, par exemple, qu'on visite, devant un tableau, ou à l'occasion d'un deuil ou d'un événement. Personnellement, je prends soin de me retirer souvent pour faire silence. Pour moi, c'est une respiration qui m'est indispensable, car il me semble que je dois offrir à mes enfants un espace, et à mes petits-enfants, un espace de paix, de confiance. Que ça nous aide à grandir tous. Et puis la prière me permet aussi de vraiment les reconnaître comme des êtres spirituels. Vous l'aurez compris, le mot transmission occupe une place importante dans notre statut et dans notre existence de grands-parents. Mais transmission, le mot est un peu à la mode et il peut être galvaudé, on l'utilise un peu à tort et à travers. D'ailleurs, il faudrait peut-être l'accompagner d'un autre mot que nous avons également prononcé à plusieurs reprises cet après-midi, c'est le mot partage. La transmission, on s'en rend compte tous les jours, ressemble en effet à un va-et-vient entre nos petits-enfants et nous-mêmes. Et toutes nos activités peuvent s'y prêter. L'après-midi peinture de tout à l'heure, l'histoire ou le récit qu'on raconte, l'anecdote que l'on confie, et puis bientôt le conseil qu'on demandera aux ados ou pré-ados parce qu'on se trouve paralysé par un bug de l'ordinateur ou de la tablette. Il s'agit bien de transmettre. Quant à l'éducation, nous n'intervenons qu'en deuxième rideau. Laissons la responsabilité d'élever et d'éduquer les enfants aux jeunes parents. C'est facile à dire, c'est pas si commode dans la réalité et à appliquer au quotidien parce que combien de fois aurions-nous envie de réagir, de décider, de corriger ? Mais ce n'est pas tout à fait notre rôle. La joie d'être grands-parents implique souvent de rester discret. Petite citation de Marcel Ruffo, il résume d'une formule la place qui doit être la nôtre. Les petits-enfants, nous dit-il, doivent savoir que les grands-parents sont ceux qui valorisent et applaudissent à leur succès et dédramatisent les échecs. Une joie qui s'annonce, une joie qui se partage, et puis enfin une joie qui se cultive. Comment ? Peut-être en sachant se décentrer de soi-même. Il me paraît important d'avoir fait un peu de ménage dans ma vie, ou dans sa vie intérieure en tout cas. Sans quoi on risque de rester très encombré par de mauvais souvenirs, par des rancunes qui nous empoisonnent finalement. Ou encore par une nostalgie qui n'est pas toujours très réaliste. Et dans son dernier livre, Michel Serres s'amuse à la formule « Avant, c'était mieux ». Cette petite phrase, si banale, coupe en réalité toute possibilité de dialogue et d'échange avec nos enfants ou petits-enfants. Elle n'est jamais très loin, cette petite phrase. Cette joie d'être grands-parents, elle se travaille donc également en assumant notre statut avec simplicité et justesse. Nous avons à apprendre à bien vieillir, et ça nous demande un petit peu de temps. Quitte à dire la vérité quand cela est difficile.
et cela peut passer par des renoncements. Nous connaissons tous l'expression « chic, ouf », une formule censée résumer l'état d'esprit des grands-parents. Chic, ils sont heureux de voir arriver leurs petits-enfants. Ouf, ils sont heureux de les voir partir. Personnellement, j'aime pas trop cette formule, parce que je la trouve un peu blessante pour les enfants et les petits-enfants. Et je me dis que si l'on ne se sent pas de force à accueillir les petits-enfants, mieux vaut leur dire en toute simplicité, ou bien accepter de demander de l'aide et anticiper pour mieux s'organiser, de façon à pouvoir goûter la présence des enfants jusqu'au bout de leur séjour, sans attendre impatiemment leur départ. La joie des grands-parents passe par là, par cet équilibre d'être bien ensemble et par le respect du rythme de chacun. Un petit exemple. Quand nous sommes tous ensemble, on fait en sorte que la charge des repas, au moins en partie, soit distribuée entre les jeunes couples. Chacun ira de sa spécialité en tenant compte de sa culture familiale. Et je me rappelle avec beaucoup de joie ces vacances de Noël, où alors on a eu successivement un repas malien, un repas vietnamien, un repas breton et un repas normand. En somme, il s'agit quelquefois de savoir dire non pour mieux dire oui. Et je retiens à cet égard la formule aussi de Marcel Ruffo, les grands-parents, pour lui, c'est un partage et non une disponibilité. Je trouve cela très juste. Et nous trouvons cela très juste. Il faudrait garder à l'esprit l'invitation que nous lance une femme médecin, qui est auteure de plusieurs livres, Danielle Flomenbaum. Nous avons, dit-elle, la responsabilité d'être des vieux heureux, lumineux, légers, pour donner aux jeunes l'envie de vivre. Dans la relation que nous établissons avec nos petits-enfants, nous devons garder en tête une autre idée encore, c'est que chacun de nos petits-enfants est unique. Nous le vivons déjà à la naissance. Notre joie n'est pas la même d'une naissance à l'autre. Ce n'est pas qu'on soit blasé, mais nous ne réagissons pas de la même manière à l'arrivée d'un petit-enfant quand il est le premier ou qu'il est le 7e ou le 8e. Et puis au fur et à mesure, nous allons continuer à vérifier que chacun est unique, que chacun a sa personnalité, chacun a ses talents, sa sensibilité, ses attentes. Et que nous devons faire attention à chacun. On ne peut pas faire un prix de gros quand il s'agit de ces petits-enfants. Il faut plutôt faire dans le sur-mesure. Et donc, en conséquence, la relation que nous allons tenter d'établir entre nous, les grands-parents, et nos petits-enfants, ce sera une relation singulière avec chacun. Parfois, chez nous, une chambre se transforme en dortoir. Il y aura 4, 5 petits-enfants à la fois. D'autres fois, nous ne prendrons qu'un ou deux des petits-enfants à la fois pour favoriser une relation personnelle. Et beaucoup de grands-parents insistent sur l'importance des tête-à-tête, déjà quand ils sont petits. Et les prétextes, les possibilités ne manquent pas, de la séance de cinéma à la sortie au cirque, en passant par le fameux repas au McDo. Cette relation personnelle que nous avons avec nos petits-enfants, nous devons aussi la garder avec les jeunes adultes que sont leurs parents. Autant il est agréable d'avoir une tablée joyeuse et nombreuse, autant il est précieux de préserver aussi, dans la mesure du possible, des moments privilégiés avec nos grands-enfants, à tour de rôle. Et c'est une joie de pouvoir échanger avec eux au téléphone et quand on peut, en vis-à-vis. Pour parler de quoi ? Pas pour parler d'éducation, pour dire c'est bien de faire ça, ceci. Non, pour échanger sur la personnalité de l'enfant, sur ses réactions, ses progrès, s'intéresser à la personnalité de l'enfant qui est la leur. C'est vraiment une preuve d'amour.
Cette complicité qu'on doit s'efforcer de garder avec les parents constituera une garantie de proximité et de complicité avec nos petits-enfants. Et c'est précieux pour l'avenir, parce que cette complicité, elle est relativement facile quand ils ont 5, 10 ans. Et à mesure qu'ils vont grandir, on sent que parfois les liens vont se distendre. Et pourtant, plus on aura construit quelque chose de solide dès l'enfance, plus ce sera sans doute facile de maintenir ces liens dans l'adolescence et puis surtout les retrouver quand ils deviendront de jeunes adultes. Nous voudrions terminer en citant le pape François. L'été dernier, en effet, le pape a rendu un hommage indirect aux grands-parents. C'était à l'occasion de ses 25 ans d'épiscopat et dans l'une de ses homélies, il a fait allusion à ses 80 ans. Quand Abraham a été appelé, dit-il, il avait plus ou moins notre âge. Il était sur le point de prendre sa retraite pour se reposer. Il a commencé à cet âge. Et puis, dans son style qui est très inimitable, le pape François poursuit « Quelqu'un qui ne nous veut pas du bien dit de nous que nous sommes la gérontocratie de l'Église. C'est n'importe quoi. Nous ne sommes pas des gérontes, nous sommes des grands-parents. Des grands-parents que nos petits-enfants regardent. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, être grands-parents. Avoir la vitalité de donner aux jeunes, parce que les jeunes l'attendent de nous, ne pas nous fermer, donner le meilleur de nous. Ils attendent notre expérience, ils attendent nos rêves positifs pour prophétiser et pour se mettre au travail. Voilà. Est-ce que ce n'est pas génial, ce message-là ? Alors, allons-y, soyons des grands-parents qui donnent envie. Merci. Il nous reste à peu près 5 minutes. J'ai envie de peut-être vous poser une question personnelle. Vous avez très justement et de manière ajustée parlé de votre relation avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Je voudrais poser une question entre vous, pour votre couple. Lorsque vous parlez de vos enfants et de vos petits-enfants, qu'est-ce qui se passe ? Parce que je suis frappé, en paroisse, comme prêtre, on entend beaucoup de grands-parents venir parler de leurs enfants et petits-enfants, mais plutôt sans arrêt sous le mode de l'inquiétude. De l'inquiétude de voir le chemin qu'ils prennent, de l'angoisse de voir qu'ils ont des manières de faire qui, voilà, évidemment différentes de leur génération. Comment vous, voilà, entre vous, vous parlez, vous rentrez en dialogue au sujet de vos enfants et petits-enfants dans la situation qu'est la leur aujourd'hui? Je commence. Je pense d'abord qu'il n'y a pas d'inquiétude pour nous encore, parce que l'aîné de nos petites filles n'a que 11 ans. Alors on n'est pas encore arrivé au moment où peut-être rencontrerons-nous des inquiétudes. Non, je pense que quand on en parle, c'est plutôt d'un mode naturellement bienveillant, mais même, j'allais dire, admiratif. Il s'agit de regarder ce qu'il y a de beau à chaque fois, en priorité. Sans être béat pour autant, hein, sans être naïf et béat. Oui, c'est plutôt de nous émerveiller de ce qu'ils font, de la façon dont ils grandissent, puis de faire confiance. Je crois que c'est... on a parlé d'un parti pris de joie, je crois qu'on a le parti pris de la confiance. De se dire, bon, il y a des obstacles, mais ils ont des ressources. Que ce soit les jeunes parents, que ce soit les parents ou les petits-enfants. Voilà. Et vous trouvez dans l'ambiance que vous créez quelque part, vous trouvez la possibilité de dire des choses à vos propres enfants au sujet des petits-enfants, ou de leur dire, ben voilà, regarde, oui, il m'a dit ça, comment tu vois ça, je trouve que... Enfin, ce genre d'échange qui arrive quand même fréquemment dans les familles. Oui, avec prudence. À cause de la pièce rapportée. Oui, et puis ce qu'on a dit, ce sont... La valeur ajoutée, voilà, bien sûr. Voilà. Mais parfois, les enfants eux-mêmes sont plus susceptibles que les valeurs ajoutées. Oui, hein, et on sait très bien que nous-mêmes,
on n'aime pas trop qu'on nous dise, je vais dire, pas du mal de nos enfants, mais qu'on les critique. Donc, on est auprès de nos enfants, on est voilà, respectueux, et puis on essaie d'être suffisamment sensible et subtil, en tout cas, pour pouvoir échanger sans qu'ils se sentent dévalorisés. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, d'être parent, moi je trouve que c'est difficile, parce qu'il y a les enfants ont tellement de sollicitations avec les écrans, avec ce qu'ils entendent à la télévision, sur les cours d'école. Donc, on écoute plutôt, c'est vrai, leurs inquiétudes et on les encourage. Moi, je trouve que... Bon, je pense que... Voilà. Et dans votre expérience entre grands-parents, lorsque vous échangez sur vos enfants, sur la famille, sur les joies, les peines, comment vous arrivez à aussi passer un message? Parce que, après tout, chaque couple de grands-parents, lorsqu'il parle de ses enfants, aux propres enfants, il y a un a priori inévitable, mais en même temps fait passer des messages aux autres. Alors, il peut arriver qu'on se réconforte, ou du moins ou qu'on cherche à relativiser ce que dit l'autre, ce qui n'empêche pas la franchise. On se dit toujours, quand une remarque nous paraît peut-être un peu trop forte, on dit, mais si c'est pas à toi que je le dis, à qui je le dirais, hein? Et je pense que justement le fait de vivre ensemble depuis 42 ans fait quand même qu'on a forcément une complicité, plus que de la proximité. On fait un. Oui, on pense se connaître. Et donc, je pense que ça aide et ça contribue à avoir un regard assez juste, ou du moins que l'autre nous permet d'ajuster. Et puis, je crois aussi, par expérience, par notre expérience d'engagement par ailleurs, je crois que tous les deux, on croit en l'homme. Donc, on a tellement vu des situations difficiles autour de nous qui finalement se sont, comment dirais-je, solutionnées. Et puis, il y a un chemin qui s'est fait. Donc, s'il y en a un qui se décourage, en général, l'autre est moins découragé. Donc, je crois qu'aussi là-dessus, on s'entraide. Et puis, entre couples aussi. Je crois qu'on a vraiment des amis très proches. Et quand on a un souci, on se le partage. Et puis, il y en a toujours un qui dit « Mais non, on va y arriver, tu vas voir, il va s'en sortir. C'est un chemin de traverse. » Je pense que l'espérance, là, nous habite. Et puis, je crois que c'est important. Marie-Odile et Yves Durand, un grand merci pour ce message de joie, d'espérance dans cette belle mission d'être grands-parents. J'ai noté que Yves trouvait qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages pour apprendre, qu'il n'y avait pas de tuto, selon votre expression. Moi, je vous recommande le livre « Grand-père débutant » aux éditions First, un livre écrit par Yves Durand. Un grand merci à vous tous ici présents et merci à nos téléspectateurs de KTO. À très bientôt.